tous, bienvenue dans cette émission spéciale Transjurassienne 2012 sur Montagne TV. Merci beaucoup d'être avec nous. La Transjurassienne, c'est la plus grande course de ski nordique en France. Nous allons vous en parler évidemment aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui à Mout. C'est donc une émission défi que nous allons nous donner aujourd'hui et que nous allons vous proposer. Mout, mais si, Mout, commune dans le Doubs qui est mondialement connue car ville la plus froide de France. Ici, on va y arriver. Bonjour Yves Maréchal. Bonjour. Yves, vous êtes responsable de l'office de tourisme ici à Mout. En effet. Ouais. On est tout près de la frontière suisse. Hein. Oui, c'est ça. Alors il fait si froid que ça à Mout? Ben, là, actuellement, nous avons une température de moins 11,2. Ouais. Donc, malheureusement, on a une bise assez prononcée. Donc, ce qui fait que ressenti, on doit être entre moins 15 et moins 16, moins 17. Voilà. Bon. Mais bon, c'est un froid très, très sec. Donc, vous le verrez ce soir, ça se supporte très bien. Très bien, on va essayer. Du moins, de toute façon, on est là. Hein, donc, on n'a pas trop le choix. C'est quoi la température la plus basse qu'on a connue à Mout? Alors, c'est en 85 où on a un record de moins 41. On dit que le Val de Mout, hein, c'est Mout et puis quelques communes aux alentours, on appelle ça la petite Sibérie, c'est vrai? Ouais, ça ressemble un petit peu à la Sibérie. On hein. appelle ça la petite Sibérie, mais malheureusement, on n'est pas trop d'accord avec ce nom qu'on nous attribue, puisqu'en fait, je pense que s'ils nous disent ça, ils n'ont pas dû aller en Sibérie, puisqu'en fait, la Sibérie, pour y être allé, ne ressemble pas du tout à notre région. Ouais. C'est des grandes forêts de bouleaux, des grands espaces, etc. On ressemble beaucoup plus à la petite Scandinavie ou le Grand Nord canadien, mais principalement la Scandinavie, puisqu'on a un petit peu les mêmes mentalités nordiques dans notre région. D'accord, donc vous reconnaissez un petit peu plus de la Scandinavie. Voilà, tout à fait. Ce froid et cette réputation, j'ai envie de dire, que Mout a partout en France, et puis surtout cet hiver là où on a vraiment des températures très très basses, elle vous a donné l'envie d'en rigoler un petit peu et vous avez créé un diplôme. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, donc mais en c'est fait- génial, hein, il faut Donc, venir en fait- à Mout pour le vivre quand même. Donc en fait, je vous en ai amené un, tout simplement parce que les gens, quand ils venaient à Mout, passaient à l'office du tourisme en nous demandant un justificatif comme quoi ils avaient passé la nuit par moins 20 ou par moins 25, etc. Ouais. Donc on leur faisait un petit bout de papier. Et tout compte fait, nos hôtes de l'office ont eu l'idée de créer un diplôme. Donc j'ai le plaisir de vous en remettre un aujourd'hui. Donc je vous ai mis la température de moins 15 degrés. D'accord. C'est à peu près la température ressentie. D'accord. Donc je vous déclare au nom de l'office du tourisme du Val de Mout, grand maître du froid. Grand maître du froid. Non mais c'est super, regardez. Non mais il faut que vous voyez ça quand même. Est-ce que vous le voyez là en retour? Voilà, diplôme de l'office du résistance au froid. Je suis donc grand maître du froid. Il faut venir à Mout. Ils sont fous à Mout, ils sont fous. Je vous le dis, c'est le froid sûrement. Dites-moi Yves Maréchal, la Transjurassienne chaque année a lieu dans ce Val de Mout. Elle démarre à Lamoura. Oui, Elle arrive à Mout, juste Ouais. derrière nous d'ailleurs. La Transjurassienne, c'est la plus grande course de ski nordique en France. Elle peut se courir quelles que soient les températures? Au niveau des compétitions, il y a une loi qui dit qu'il ne faut pas prendre le départ en dessous de moins 18 degrés. D'accord. Maintenant, là, on est un petit peu en souci quand même, tout simplement parce qu'on a cette bise. Et en fait, les coureurs vont avoir le vent de face durant tout le parcours. C'est quoi, c'est Donc, dangereux, ce qui fait c'est qu'on ça a peur qu'ils puissent se geler peut-être le bout du nez, les lobes de l'oreille, les extrémités des doigts, même des choses qui peuvent être, qui sont généralement bien abritées. Mais il faut faire quand même très attention. Ouais. Ah, vous parlez des parties intimes, c'est ça? Voilà. Ah, d'accord. Pour y être passé, Vous- je peux vous dire que ça fait très très mal. C'est vrai, vous y êtes Et passé? que c'est pas vraiment avantageux, quoi. Vous êtes un ancien sportif? Je suis un ancien sportif et en fait je me les suis gelés à Minsk en URSS et je peux vous dire que voilà, c'est pas un très bon souvenir. Bon. Merci beaucoup Yves Maréchal d'avoir introduit cette émission avec moi aujourd'hui ici à Mout. On va parler de la Transjurassienne, la Transju comme on dit. Pendant toute cette heure. Ensemble, on va avoir des invités, notamment tout à l'heure viendra me rejoindre sur ce plateau le champion du pays, Fabrice Guy, champion olympique. Il sera avec nous tout à l'heure. Il a arrêté sa carrière il y a une dizaine d'années maintenant, Fabrice Guy, je crois. Ouais. Voilà. Avant cela,
Reportage avec les jeunes, 10 jours avant les épreuves des grands. Ce sont les petits jusqu'à 17 ans qui disputent, eux, la transe jeune, pas très loin d'ici, à la station des Rousses. Ils étaient plus de 2000 à avoir participé à cet événement qui regroupe 10 épreuves sur une journée avec des animations autour évidemment du ski. La météo n'était pas très clémente, vous allez le voir, mais cela n'a pas découragé les futurs champions. Oh, comme 3 pommes, regardez. L'idée, c'est d'amener les enfants sur cette manifestation. Alors, on coordonne, on prend les inscriptions, on s'occupe des dossards, de distribuer les dossards. Et puis voilà, l'idée, c'est un moment de fête. Et nous, on est là le jour J pour accueillir nos classes et puis proposer des petits ateliers sportifs de ski, de slalom, durant la compétition et la course. Voilà. L'idée, c'est que les enfants, en attendant l'heure de leur départ, puissent attendre patiemment en faisant des ateliers de ski sans s'ennuyer, tout simplement. Voilà. On propose cette manifestation à tous les enfants de 6 à 17 ans et jeunes donc à participer à la transe jeune. Donc c'est des enfants bien sûr qui viennent des écoles, hein. Les enfants s'inscrivent via les écoles, mais les enfants peuvent aussi s'inscrire individuellement, c'est-à-dire passer directement via la transorganisation et prendre un coupon course et participer à la transe jeune. On est soutenu au sein de cette organisation par la transorganisation en fait. C'est la transorganisation qui va vraiment être organisateur techniquement de ces courses. Alors donc l'idée c'est une arrivée commune où les 2500 participants arrivent partant de 3 stades différents de départ en fonction des distances qu'ils ont réalisées. Puisqu'en fonction des âges, ils ont des distances plus importantes ou moins importantes. Le premier point de départ c'est le platelet sur la piste de 2 km, une piste de 2 et 3 km. Ensuite, le centre de ski de fond qui est basé au village des Rousses, qui fait 3 à 4 km la piste. Et puis également après pour les juniors, les grandes catégories, on part de Prémanon sur le site de la Darbella. Sur l'ensemble de nos épreuves, on utilise les pistes qui sont utilisées par le skieur de tous les jours. Donc ces pistes, elles sont entretenues. On fait des petites boucles. Donc là, on est sur des petits parcours. Donc au niveau du damage traçage, à partir du moment où il n'y a pas vraiment des conditions très délicates au niveau de l'enneigement, il n'y a pas un souci énorme pour réaliser ce genre d'épreuve. L'idée de la transe jeune, c'est aussi d'amener des enfants qui ne font pas forcément du ski tout au long de l'année. Donc on a des enfants qui viennent de Meusiane, Mézo par exemple, pour les Jurassiens, et qui n'ont jamais fait de ski. Donc pour eux, la transe jeune, c'est une découverte. À côté, on va avoir des enfants du Haut, des Rousses, qui viennent même de ski club et qui sont assez habitués à la pratique. Mais sur ceux qui n'ont jamais fait de ski, ça permet comme ça dans les ateliers d'appréhender un peu les descentes qui vont subir, j'ai envie de dire tout à l'heure, sur le parcours, quoi. Tous les jeunes se font un plaisir de venir, donc à ce titre-là, on a eu de grosses pointures qui ont participé à la transjurassienne, comme les skieurs de fond comme Manu Jonnier, Alexandre Rousselin, dans les petites catégories, donc on fait des podiums en Coupe du Monde. Chez les combinés, bien sûr, Jason Lamy-Chapuis, Sébastien Lacroix. Chez les biathlètes, il y a eu des gens comme Fred Jean, enfin d'autres personnes. Et cet après-midi, souvent, on a ce petit lien avec les champions où on a vu Aurore Jean ouvrir la course. Et on aurait aimé aussi compter sur les combinés, mais ils partaient ce matin en stage, notamment avec Jason et Sébastien. Et ils se font toujours un plaisir de venir, de rendre un petit peu la monnaie de la pièce en venant ouvrir les courses de jeunes, parce que pour eux, c'était quelque chose quand ils étaient coureurs et ils ont bien ressenti cette fête que c'était. Nous, on le sent, hein, la transe jeune, c'est aussi la fête du ski, tout simplement. Hein. Les enfants, à l'arrivée, ils reçoivent une dotation, ils ont des cadeaux, ils ont un petit... voilà, rien que ça, ils sont contents. Et puis toute l'ambiance qui est autour de la transe jeune, voilà, c'est vraiment un moment de fête. Et même l'enfant, j'ai envie de dire, qui ne sait pas skier, voilà, va passer un bon moment. Allez, retour ici sur le plateau à Mout, la transe jeune
c'est fini. Prend place à la Transjurassienne aujourd'hui, puisque la course arrive aujourd'hui à Mout. On est tout près de la ligne d'arrivée. La Transjurassienne a été créée en 1979 de mémoire. Elle portait un autre nom à l'époque, c'était la Progressime. On va beaucoup en parler dans cette émission de cette course. 3 distances, 76 km, 54 km et 30 km. 76 km avec un parcours qui est un peu le parcours mythique d'ailleurs qui a été proposé cette année. Autour de moi sur le plateau, Nicolas Hardier, bonjour, vous êtes entraîneur à l'AS Sportive de Mout, vous êtes entraîneur des jeunes en ski de fond. On vient de voir un reportage sur la Transjeune. Certains de vos mômes ont participé à cette Transjeune. On va en parler dans un petit instant avec vous si vous le voulez bien. Annelise Chinal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Annelise, vous représentez la marque Fischer France, qui est partenaire de la Transjurassienne. Denis Villermoz, bonjour. Vous êtes le vice-président au conseil régional en charge du sport et du tourisme. Donc Franche-Comté, merci beaucoup d'être là. On va voir un petit peu quel est votre attachement à cette Transjurassienne et quel est l'attachement de la région Franche-Comté au ski de fond en général. Je pense que c'est un territoire de ski de fond, la Franche-Comté. Oui, je pense qu'on ne peut pas penser massif du Jura sans penser pratique nordique. Ouais. Ce sont des pratiques qui s'inscrivent dans l'histoire de notre massif. Parce que il répondait à une nécessité, la nécessité de se déplacer, avant de devenir une pratique sportive et une pratique touristique. Et vous m'avez même dit tout à l'heure, ici, avant, on allait à l'école quand on savait skier. Exactement. Moi, je suis parti à l'école lorsque j'ai pu monter sur des skis et faire les 2 kilomètres qui me séparaient de l'école. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris à faire du ski et que j'ai apprécié cette pratique. Nicolas Hardier, à l'époque, on apprenait très tôt à skier dans le Jura. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu moins le cas, non? Vous êtes avec quelques jeunes de l'AS Mout? Oui, bonjour à tous. Donc on va pas dire que le ski se pratique plus tardivement, il est toujours pratiqué tôt. Moi, je vois au niveau de notre club, on prend les jeunes à partir de 6 ans, 7 ans. D'accord. Et juste à partir de 3-4 ans, ils commencent en ski alpin. Donc c'est aussi une façon de glisser. Et ils commencent en ski alpin et ils viennent après sur le ski de fond vers les 7-8 ans. Et ils continuent jusqu'à 18-20 et même après. La Transjeune, on a vu ces images tout à l'heure. C'est un moment qui est vraiment très attendu par les jeunes de Mout. Oui, pas forcément que les jeunes de Mout, par tous les jeunes en règle générale. Ils sont plus de 2000 en plus à se retrouver là-bas, ça doit être... on va dire, nous en tant que jeunes du club, on participe au circuit de course de la fédération. Oui. Mais la Transjeune, elle s'adresse particulièrement depuis 6-7 ans aux jeunes scolaires. Ouais. Et c'est les écoles primaires, les collèges et lycées qui prennent un petit peu en charge l'organisation, les inscriptions, et de ce fait il y a beaucoup de participation, donc près de 3000 coureurs, alors que sur une course régionale ou départementale on arrive aux environs 250 coureurs maximum. Présentez-nous les gamins que vous nous avez amenés aujourd'hui, ces jeunes qui ont participé à la Transjeune, je crois. Dites-nous un petit peu, il y a qui? Les prénoms peut-être pour commencer? Oui, on a donc Thomas Petite, donc, qui est de 2001, Manon Vallet qui est de 2000, Léa Quenet qui est de 1999. Approchez-vous là, approchez-vous ici. Et puis jeunes. Laura Salvi donc de 1997. Et donc Nora les 4 ont participé à la Transjeune il y a 15 jours en arrière. Et vous avez fait quel résultat les 4? Vous êtes content de vos résultats au moins peut-être? On va donner le micro. Moi j'ai gagné. Waouh! Explique-moi un petit peu comment tu as vécu cette Transjeune toi. C'était un peu dur au début mais après ça allait. Ouais, le parcours est compliqué? Même quand on est originaire d'ici? Ça va encore. Ça va à peu près? Ton prénom? Léa. Léa, comment tu l'as vécu cette Transjeune toi? Un peu dur à la fin, mais sinon bien travaillé. C'est-à-dire que c'est combien de kilomètres exactement la Transjeune? C'est en fonction de l'âge, c'est ça? Non. Non? Combien de kilomètres tu as fait? 4 km 5. 4 km 5, d'accord. Fatigant? À la fin, oui, il y avait une grosse montée, mais sinon ça allait. Il faut se préparer pendant longtemps ou pas? Tiens, regarde, je vais te donner le micro, voilà. Est-ce qu'il faut se préparer longtemps pour cette Transjeune? Non, on s'entraîne comme d'habitude. Toute l'année, oui, vous êtes habitués. toute la saison. Et puis
Puis c'est une course comme les autres, Ouais. sauf que c'était un peu dur parce qu'on faisait quand même les sixièmes, ils faisaient quand même le même parcours que les troisièmes. Ah, Alors, quand même. Ah oui, avec 2 ans de moins, ça joue quand même. Hein. Et toi, Ok. quel souvenir tu en as de cette tranche jeune? J'aime bien cette tranche jeune parce que un peu dur à la fin, mais sinon ça allait. Et j'ai l'impression que c'est vraiment la fin qui est dure. C'est-à-dire pendant tout le long, ils se fatiguent et puis ils arrivent. La dernière ligne droite, c'est une côte. C'est ça, hein, c'est une côte. Hein. Ah, vous êtes mauvais à Mout. Vous leur compliquez la tâche à ces jeunes. Les jeunes, ils participent à la transjurassienne aussi ou pas? Les jeunes, les plus anciens jeunes, hein, c'est vrai que ceux qui arrivent aujourd'hui, donc la vraie transjurassienne, c'est à partir de 18 ans. Oui. Après, il y a la mini-trans, il y a, donc à partir de 17 ans, nos plus jeunes commencent à s'aligner sur ces épreuves-là et ils ont le même engouement, la D'accord. même ferveur sur la mini-trans, sur le 50 km ou sur la trans classique, parce que j'en ai aussi qui ont fait la trans classique D'accord. hier. Mhm. Et sur la Ce qui est- transjurassienne des 76 aussi, ils sont Oui, tout contents. Sur C'est la l'événement. 76, c'est l'événement, oui. Hein, C'est l'événement c'est de la l'année. course Et, sereine, voilà, hein. et tout le monde, tout jeune du club se doit un jour de participer à la transjurassienne, quelle que soit la distance ou Et on l'épreuve. participe aussi à la préparation de cette course, Euh, cette transjus. En tant qu'entraîneur, Vous, oui, vous en tant oui, qu'entraîneur, j'imagine. on la prépare gentiment. C'est vrai qu'on commence à skier dès le mois de novembre. Et ça arrive en milieu d'hiver. Donc la préparation, c'est 2 à 3 mois. Ouais. Et même moi, en tant que... je l'ai fait aussi. On sait que pour faire une transjurassienne, il faut au moins 2 à 3 mois d'entraînement, de préparation pour se faire plaisir le jour de la course et éventuellement faire un Ce qu'il résultat. faut dire, c'est que cette course, donc, elle a lieu sur 2 journées. Hein. Le samedi, Oui. c'est réservé à la technique classique. Classique, voilà, alternatif, ouais. Donc qui revient un petit peu au goût du jour. Et le dimanche, on est en skating. Ouais. Il y a 3 parcours différents. 30 km pour C'est les pour moins les ambitieux, plus, voilà, les peut-être. plus jeunes. C'est vrai qu'on y vient gentiment, la 76 km. On commence et voilà, par 30, 30. après on fait les 50, après 76. 76. Là, ce sont les cadors hein, qui sont Là, c'est présents. c'est la course des hommes ou des vrais hommes, si on peut dire que ça comme ça. Oui, où ou là, des vraies femmes. Il y a bien des femmes Il y a qui aussi font la des femmes, 76 voilà, aussi. oui, non, mais oh. on prend tout le monde, on englobe tout le monde dans le même paquet, mais c'est D'accord. vrai qu'il faut oser le faire. Et voilà, c'est une des plus grandes courses internationales. Donc, en étant du massif jurassien, c'est d'autant plus C'est important, bien sûr. important c'est- et puis c'est une- valorisant de se dire, allez, un jour, je ferai la C'est transjurassienne. une fierté. Denis Vuillermoz, la transjurassienne, Denis, c'est une fierté aussi pour la Franche-Comté de pouvoir s'associer à un événement comme celui-là. Bien sûr, parce que nous avons fait donc de la pratique des sports nordiques un élément de développement du tourisme. Oui. Parce que nous pensons que justement le fait d'avoir des grands champions, c'est créateur de notoriété. Ouais. Et qu'une grande manifestation, elle est également créatrice de notoriété et d'appétence pour les touristes. C'est-à-dire qu'on estime que les gens qui ont vu les paysages à la télévision, qui ont vu nos champions parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres, ça leur donne envie de venir découvrir notre région. Et il faut bien voir que pendant la semaine de la Transjus, nous avons dans les hôtels, dans les gîtes Restaurants, ruraux et tout cela, énormément de personnes qui viennent, alors soit en amis, soit également en famille. Et ces gens qui apprécient l'accueil de la montagne, ils ont tendance à y revenir l'été, se disant, on va voir comment c'est en été. Est-ce que vous soignez cet esprit montagnard en Franche-Comté? Oui, il faut pas voir simplement ce concept aussi de montagnard comme étant un concept passéiste où on se dit « Oh, il faisait bon dans le passé » et tout cela. C'est la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des hommes qui sont capables de s'adapter à de nouvelles conditions. On a été créateur d'énormément de choses. Je vous disais tout à l'heure que les coopératives sont nées dans la montagne. Et je crois que ça, c'est important. C'est parce que les hommes se sont adaptés à des conditions économiques particulières qui faisaient que la solidarité était une nécessité, pas pour la survie, mais pour le développement. Oui. Mais pas pour la survie quand même. On n'en Pardon est pas là. Et le choix que nous avons fait de Aujourd'hui, favoriser je les me pose la pratiques question de la survie, sportives, hein. parce que les pratiques sportives, ce sont des pratiques qui sont extrêmement valorisantes pour les jeunes. Et si on a quand même doté la région de Franche-Comté, par conséquent de la France, d'un certain nombre d'équipements sportifs de haut niveau, c'est justement pour favoriser ce développement,
pouvoir organiser des compétitions de haut niveau qui constituent, on peut prendre l'exemple du Tour de France. Le Tour de France, il passe très vite. Simplement les 2 heures de télévision qui permettent à l'arrivée de l'étape de présenter une région, eh bien, ça a un impact touristique qui est exceptionnel. Bien sûr. Eh bien, une manifestation comme celle d'aujourd'hui, elle les permet de rassembler l'ensemble de la population. Parce qu'il faut bien voir que si elle s'organise, cette compétition, c'est parce que les 10 clubs qui participent bien, de peu ou de loin à cette compétition, eh bien, l'organisent. Et qui bossent toute l'année. On verra tout à l'heure un reportage justement sur le boulot des bénévoles avant que la Transjurassienne ne soit lancée. Il faut le signaler, sans bénévoles, ça ne se fera pas. Et sans bénévoles, ça ne se fait pas. Alors la région Franche-Comté, c'est la région la plus boisée de France. On le voit déjà autour de nous ici sur le plateau à Mout. Il y a beaucoup d'arbres. Capitale régionale Besançon, on va quand même signaler, vous avez 2 parcs naturels régionaux. Oui. Je vous pose la question, tiens, les 2 parcs naturels régionaux, vous connaissez? Vous les connaissez vous ici, non? Hein, les jeunes? Oh, voyons les parcs naturels. Le parc du Haut-Jura et le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Et il y en a un 3e qui est en préparation. Et il y en a un 3e en préparation. Vous êtes donc partenaire de la Transjurassienne. Aujourd'hui, la Transjurassienne, bon, elle a eu un petit peu chaud, hein. Il y a eu beaucoup de discussions autour de comment on doit la faire, comment une Transjurassienne et comment un événement comme celui-là peut s'adapter le plus possible à l'environnement existant. C'est ça l'enjeu des grands événements sportifs aujourd'hui. Nous ferons tout, c'est très clair, pour que la Transjurassienne perdure, se déroule dans les meilleures conditions, permettant à la fois une pratique sportive et touristique de bonne aloi, tout en respectant les obligations que l'on a vis-à-vis de la nature. Mais bien sûr. La nature, elle ne doit pas être, il faut que j'emploie le mot juste, mise sous cloche. Mise sous cloche, oui. D'ailleurs, là, en parlant de cloche, on en entend pas mal des cloches derrière nous. Ça aussi, c'est l'ambiance transjurassienne. C'est l'ambiance de la convivialité des jeunes et des moins jeunes, hein, des bénévoles venus pendant 2 jours ici, pendant ce week-end, pour participer à cette transjurassienne. Annelise Chinal, vous représentez la marque Fischer France, qui est partenaire de la Transju également. Oui. Fischer qui fabrique donc du matériel pour la glisse et pour le ski. Pour le ski de fond, le ski alpin. Aujourd'hui, on est là pour le ski de fond. Quelles sont les valeurs que vous venez chercher ici à la Transju chaque année? Nous, on est là pour rechercher des valeurs de performance, de sportivité, mais aussi de convivialité et de famille. Ouais. Ici, à la Transjeune, on est accueillis comme dans une famille. On est également partenaire de la Transjeune, puisqu'on est là pour les jeunes, on est là pour tout le monde. Et c'est vrai qu'on cherche vraiment à être une famille du ski de fond et pas juste du ski de fond. Les marques se battent un peu pour s'associer à des sportifs de haut niveau. Il y a une vraie bataille aujourd'hui dans ce domaine-là, dans le ski de fond. On va pas dire que c'est une bataille, on n'est pas là pour se battre. On est là pour équiper au mieux les sportifs et faire le mieux que tous nos athlètes soient équipés au mieux et puissent courir du mieux possible et à faire les meilleures places possibles. Aujourd'hui, nous, on a un team qui a couru hier sur la classique, donc le team Fischer France, et aujourd'hui sur le 54 pour les filles. Et on a de la chance d'avoir eu le triplé sur le podium pour le 54 pour les filles. On a également eu Jérémy qui a gagné hier la classique. Ouais. Donc on est content d'avoir les bons skis et le bon fart aujourd'hui. Vous vouliez dire quelque chose, Nicolas? Oui, par rapport aux marques, c'est vrai qu'on les remercie de faire les efforts et de donner des coups de main aux meilleurs jeunes. C'est essentiel, c'est impératif. C'est-à-dire c'est un partenariat qui est vraiment donnant-donnant. Oui, on sait que le matériel coûte relativement cher et après, il y a le bon matériel et le matériel moyen. À partir du moment où les marques choisissent d'équiper un jeune, on sait qu'ils seront bien servis. Ouais. Et après, on aimerait bien qu'il y ait des efforts un peu supplémentaires faits auprès des clubs et on est vraiment demandeurs. Quel est le matériel idéal aujourd'hui pour un skieur, pour un parfait sportif qui va participer à la Transjurassienne? Oh, c'est le froid là maintenant. Aujourd'hui, vous avez amené une chaussure d'ailleurs, attendez, bougez pas. Oui, j'ai amené une chaussure. Aujourd'hui, en fait, on a la chance chez Fischer d'avoir tous nos matériels Coupe du Monde qui est fabriqué pour le grand public.
D'accord. Les personnes ont les mêmes skis que Maurice Magnifica court aujourd'hui en Coupe du Monde. Vous fabriquez où au juste? Nous, on fabrique essentiellement en Europe. Donc la marque est autrichienne, donc en Autriche et en Ukraine. Autriche et Ukraine? Oui. Ok. Voilà. Il fait froid là-bas, ça doit être bon signe. Aujourd'hui, pour l'année prochaine, on aura les premières chaussures fans de skating et de classique. C'est celles-ci? Qui sont bien jolies. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. C'est les prochaines chaussures de classique. C'est les plus belles, ouais. Non mais elles ont l'air contentes les filles, hein, enfin des belles chaussures spécialement pour nous, c'est ça hein? Voilà, pour les filles enfin. Vous avez participé vous à la tranche jurassienne là? Non, moi j'ai pas participé, mais chaque année on a mon directeur commercial qui fait la classique juste pour se mettre en forme. Juste pour se mettre en forme? Non, ça c'est costaud. Merci à tous les trois. Denis Villermoz, vous avez un très très beau bonnet. Non, je tiens à le souligner, ce sont des bonnets qui sont là spécialement pour la transjurassienne. Hein. Oui, c'est les bonnets qui sont donnés par la région de Franche-Comté à tous les bénévoles qui participent. Tous les bénévoles? Voilà. Alors, il y en a un différent chaque année. Donc, celui-ci, c'est un ancien, vous voyez. La transjurassienne, ça a des répercussions économiques, touristiques et économiques dans toute la région, j'imagine. C'est plus de 4000 coureurs auxquels s'ajoutent des visiteurs. Tous viennent à la Transju pour découvrir, pour encourager hein, leurs sportifs entre la Moura et Mout, mais aussi ils en profitent pour découvrir les bons produits du terroir, une bonne opportunité pour de nombreuses entreprises de promouvoir le Made in Franche-Comté. Exact. Ce qui ne vous déplaît pas, voilà. Pas du tout. Les vins du Jura, la saucisse de Morteau, ça donne envie, en passant par le pain d'épices fabriqué à Mout, s'il vous plaît. Nous, on est allé à la rencontre de quelques-uns de ces artisans installés sur le territoire de la Transjurassienne. Merci à vous trois. On se trouve dans le village de Mout, dans la biscuiterie de la Maison Vuée, la Maison Vuée a bientôt 250 ans. Et ici, on fabrique du pain d'épices. Donc, on fabrique plusieurs types de pain d'épices, ou des pains d'épices pavés comme aujourd'hui, ou des glacés, ou alors des pains d'épices un peu plus moelleux, qu'on appelle du pain d'épices à l'ancienne. Le pain d'épices, en fait, c'est la farine, du miel. Chez les ménagères, ils mettent beaucoup de miel. Nous, on met du miel et du sucre inverti. Le sucre inverti, c'est un sucre qui a subi une transformation. Après, on ajoute des jaunes d'œufs, des aromates, donc des épices, hein, cannelle, etc. Et en plus, à la fin, on rajoute un levain ou de la poudre à lever. On va dire que ça a des qualités, c'est un bon coupe-faim, voilà. C'est vrai que c'est énergétique, puisqu'il y a quand même beaucoup de sucre dedans. Dans la biscuiterie aussi, nous fabriquons d'autres produits, tout ce qui est meringue, langue de chat, macaron. Macaron qui est un produit aussi de la Maison Vuée qui est très ancien, le macaron amande noisette. Et depuis quelques temps, on fait du macaron nature, donc du macaron blanc, et du macaron mou, qui est plus difficile à fabriquer. La boutique de Creuse-Vuée est présente sur la Transjurassienne, bien sûr. Vuée, depuis sa création, du temps de la Progressime, quand ça a commencé, c'est devenu Transjurassienne par la suite. Et de Creuse, ça fait moins longtemps quand même, mais bon, on est présent avec la saucisse de Morteau. Donc on présente la saucisse de Morteau cuite, tranchée, pour les ravitaillements, pour les coureurs. Et c'est présenté sur les ravitaillements où les skieurs passent pour se désaltérer. Il y a des boissons, il y a du pain d'épices, il y a de la saucisse de Morteau. Et voilà. La charcuterie de Creuse, nous faisons beaucoup de charcuterie et puis nous faisons des pizzas, des tartes jurassiennes, tout ce qui est conserve. On fait de la soupe, on fait des plats cuisinés, on fait des petites terrines. L'intérêt d'être présent sur une compétition comme celle-ci, c'est que on est déjà pas mal implanté sur la Franche-Comté, mais ça permet de nous faire découvrir sur des gens qui viennent de partout, quoi. Il y a des étrangers, il y a beaucoup de monde, donc je pense que ce n'est pas négligeable d'être présent et puis de faire connaître nos produits. Il y a une grosse activité ce jour-là puisque l'arrivée se fait à Mout, d'ailleurs pour tout le monde, hein, aussi bien les restaurants, les hôtels, tout ce qui est commerçant, tout. Oui, ça a une retombée le jour même, c'est très, très important.
m'appelle Cédric Salin, viticulteur à Passenant, donc un petit village situé entre bien sûr Poligny et Lons-le-Saunier, tout près de Voiteur, Domblanc et notamment Château-Chalon. J'exploite toute la gamme des vins du Jura, donc blanc, rouge, jaune, paille, macvin, crémant, et de façon assez traditionnelle. Ici, la bâtisse, c'est une ancienne métairie du château de Frontenay qui est très adaptée pour justement pour le vieillissement du vin du Jura, notamment le vin jaune. Mon père a commencé avec ma mère à faire pas mal de salons hors Jura que j'ai repris par la suite. Donc c'est vrai que je voyage beaucoup et je suis donc un ambassadeur du vin du Jura. Un peu partout dans la France. La transjurassienne, je suis donc acteur à cette manifestation grâce à l'intermédiaire de notre interprofession qui est le CVJ, qui en fait m'a communiqué l'information et qui m'avait déjà proposé l'année dernière de participer, où j'ai répondu positif et que j'ai renouvelé cette année. Ce qui est bien à la transjurassienne, c'est que vous avez des participants de partout de la France, voire de l'extérieur. Donc beaucoup de personnes étrangères et que c'est l'occasion justement de faire la promotion des vins du Jura. Je vois cette manifestation comme un plus sur le vignoble du Jura. Je vois cette manifestation comme une richesse sportive et culturelle de la région. Et un développement de partenariat entre le Bas-Jura et le Haut-Jura. Il est vrai que nous sommes assez distants au niveau temps, pas kilométrique, mais temps de séparation entre les deux points du village de Passenant et donc du Haut-Jura, mais ça fait quand même partie d'une richesse du Jura même. Pour moi, c'est tout un ensemble, c'est-à-dire que la transjurassienne, malgré qu'elle soit dans le Haut-Jura, fait partie quand même du Jura et du vignoble et de la richesse qui existe justement dans cette région. Allez, retour dans le Val de Mout pour cette émission Transjurassienne 2012 sur Montagne TV avec de nouveaux invités sur le plateau. Bonjour Claude Jeannereau, vous êtes président du Conseil général du Doubs. Merci de nous accompagner en cette fraîche journée. Bonjour. Fabrice Guy, on est très ravis de vous recevoir sur le plateau de la Transjurassienne. Fabrice, vous êtes le champion du pays, champion olympique à Albertville en 92. Voilà. Merci beaucoup, vous allez nous raconter tout ça. Benoît Nel. Également à ma droite. Bonjour Benoît, vous êtes PDG de Noreco, qui est un importateur de la marque Craft, qui est une marque de vêtements, de sous-vêtements pour les sportifs et notamment, je pense que beaucoup ici à la Transjurassienne ont travaillé leurs tenues, donc on parlera des tenues également avec vous tout à l'heure. Claude Jeannereau, on vient de voir un reportage sur l'activité économique autour de cette Transjurassienne, qui est quand même une course qui déplace énormément de monde venu de partout en France. Dans quelle mesure le département du Doubs en profite de tout ça ? Écoutez, si le département du Doubs s'engage dans cette Transjurassienne, puisque nous apportons une contribution financière, vous le savez, c'est bien parce que nous avons la conviction que cette épreuve fait rayonner tout notre massif jurassien. Vous l'avez couru, vous, Fabrice ? Je l'ai fait 3 fois, donc 2 fois en tant que coureur, mais j'avais arrêté ma carrière. Donc j'étais plus très bien sur les skis, mais bon, j'ai quand même participé parce que je suis quand même l'enfant du village, ça arrive devant chez mes parents. Eh oui, à Mout. Voilà, donc j'ai fait une fois dans les 100 premiers, et puis après j'ai fait pour des associations. Donc je cours avec des gens handicapés ou des gens qui manquent de quelque chose, quoi. Donc pour une petite aide de sportifs. Alors il y a une tradition dans cette Transjurassienne, c'est le gagnant porte autour du cou une cloche. On lui remet une cloche autour du cou juste avant qu'il passe la ligne d'arrivée. C'est une tradition finalement qui fait travailler aussi les entreprises du coin, puisque c'est une fonderie de chez vous, de chez nous, qui fabrique cette cloche. On est allé faire quelques images, on les regarde ensemble et puis on en parle. Regardez la fonderie Aubertino, une fonderie bien connue, c'est la plus vieille fonderie de cloches à vache, les clarines comme on dit, en activité en France. Regardez ces images. On est à la Bergement-Sainte-Marie, un petit village du Haut-Doubs.
dans lequel donc, des chaudronniers italiens sont venus dans les années 1830 avec leur savoir-faire pour implanter le métier de fondeur de cloches ici. Et en fait, on y est toujours resté. Depuis cette époque, on n'a pas cessé de couler des cloches dans nos ateliers à la Bergement-Sainte-Marie. Pour faire une cloche, on commence déjà par faire un moule en sable. Ensuite, quand le moule est terminé, on fait les petites inscriptions à l'intérieur du sable, donc il faut être assez habile. Quand on a terminé les inscriptions et que nos moules sont secs et qu'ils sont prêts, on va faire la coulée, on va effectuer la coulée du métal. La transjurassienne, c'est vrai que ça fait plus de 30 ans qu'on y participe de cette façon, c'est-à-dire que la cloche du vainqueur est coulée chez nous. C'est vrai que dans notre région, souvent, dans les manifestations sportives, les cloches sont utilisées pour encourager les sportifs. Tous les gens du pays sortent leurs cloches et le long de la route, ils encouragent les participants. Et c'est vrai que ça leur fait plaisir parce que très souvent, ils viennent ici la veille. On a pas mal de coureurs qui viennent en nous disant vous n'oublierez pas de sortir vos cloches parce que ça nous donne un petit peu de tonus. Donc c'est vrai que voilà, dans tous les sports ici, on utilise la cloche pour encourager. Voilà. Et la transjurassienne, c'est aussi, oui, c'est un souvenir local. Je pense qu'au départ, ça a été choisi parce que c'était vraiment bien du pays et pas ordinaire. Et en plus, on pouvait y marquer l'inscription. Donc ça, on savait aussi que c'était un objet qui allait rester dans le temps. Claude Jeanneraud, comment le département du Doubs peut-il aider, favoriser la pratique du ski de fond dans ce département, sachant que, comme on vient de le voir, ça fait travailler chaque année des entreprises, c'est important? Nous avons pour ambition, bien sûr, de faire émerger des champions, tels Fabrice Guy, qui est avec nous aujourd'hui, bien sûr. Simplement, de donner l'envie d'une pratique au quotidien de ce sport. D'accord. Et nous avons aussi d'autres moyens pour développer le ski de fond. Eh bien, c'est transjurassiennes jeunes que nous finançons. Et au-delà, eh bien, nous finançons des équipements. Je vais vous donner quelques exemples. Regardez ce que nous avons fait pour promouvoir le ski de fond autour de ce tremplin de Chaux-Neuve. Le tremplin de Chaux-Neuve. Chaux-Neuve, c'est juste à côté de Mout. C'est juste à côté, c'est juste à la frontière entre le Jura et le Doubs aussi. Et ce tremplin de Chaux-Neuve qui a permis de promouvoir le ski nordique parce que dans cet équipement, nous l'avons modernisé. Nous avons investi plus de 2,5 millions d'euros. Et vous avez eu, il y a quelques jours, la Coupe du Monde de saut à ski de combiné de ski nordique, qui a permis là aussi de faire rayonner le massif jurassien. Et aujourd'hui, ce tremplin est un des plus beaux du monde. Et de plus, nous l'avons équipé pour faire en sorte qu'il puisse fonctionner l'été. Là aussi, donner le goût à notre jeunesse de pratiquer ce sport. Mais il y a, je pense aussi au stade de biathlon que nous avons contribué à construire à Arson. Je pense à ce que nous avons fait au Pré-Poncet, parce que, voyez-vous, le ski nordique, à notre point de vue, signe l'identité de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons le promouvoir en premier lieu, à côté d'autres activités. Je crois aussi que le ski alpin a toute sa place dans ce massif. On pourra peut-être en parler. Fabrice, vous êtes quand même le spécialiste du combiné nordique. Vous avez donc médaille d'or en individuel au JO d'hiver d'Albertville en 92, médaille de bronze par équipe au JO d'hiver de Nagano en 98. Et ça fait quand même une belle, de beaux trophées. Vainqueur de la Coupe du Monde de combiné nordique en 92 également. Des souvenirs de tout ça? Oui, en plus c'est un peu particulier aujourd'hui puisque c'est l'anniversaire. Il y a 20 ans d'Albertville, bien sûr. Aujourd'hui, avec Sylvain, on faisait le doublé. Donc des souvenirs plein la tête parce que forcément c'est une consécration. On s'entraîne pour les Jeux. Enfin, moi j'avais dit que je voulais être champion olympique, donc j'ai tout mis pour être champion olympique. Et en fait, c'est
tous ces gens qui se sont déplacés voir cette course, autant les gens de Mout que les gens de Foncine que le Massif. Je pense que pendant quelques jours, le Haut-Doubs est un peu désert. Les gens sont venus nous encourager. Donc rien que ça, c'était faire bouger les gens comme ça pour un championnat. Pour un grand championnat comme ça, c'est la magie du sport, quoi. Oui, bien sûr. C'était un rêve pour vous, Fabrice, de participer à ces JO puis de les remporter, j'imagine, depuis tout gamin. Vous êtes né pas très loin, à Pontarlier. Pontarlier, ouais. Pontarlier, c'est pas très loin de Mout. 30 km. Oui, bah, moi en fait j'ai la chance d'être dans une famille de skieurs. Mon papa était champion de France des 50 km, son frère champion de France de saut à ski, donc forcément ça a un peu... Il y avait des gènes déjà. Il y avait des gènes. Le grand-père s'occupait du massif jurassien au niveau du ski. Et moi j'ai toujours adoré la neige, quoi. Je me sens bien que quand il fait froid et quand il y a de la neige. Donc forcément, c'était peut-être un début. Et puis petit à petit, nous mettre le dossard, faire des compétitions, regarder un peu la télévision. Et c'est vrai que les Jeux, pour moi, quand j'ai vu les Jeux de Sarajevo 84, j'ai dit, ben voilà, c'est ça que je veux faire. Ouais. Je veux aller aux Jeux et puis inscrire mon nom sur les tablettes. Il paraît, là, je suis dans les petits papiers, hein, je vous avoue, que pour Albertville, vous êtes parti à Albertville pour disputer les JO avec une gourde d'eau de Mout. Vous êtes allé chercher l'eau à la source parce que le Doubs prend sa source à Mout. Hein. Vous êtes allé chercher de l'eau pour l'emmener à Albertville. C'est quoi cette histoire? C'était un petit truc. Je suis pas du tout superstitieux, mais j'avais envie d'avoir quelque chose de mon village. Et forcément, la source du Doubs, c'est le départ de tout. Hein. L'eau, c'est la vie. Bah oui, donc j'ai pris cette petite gourde avec moi et pendant les 10 jours que j'étais là-bas, je trempais les lèvres de temps en temps. C'était un petit, je sais pas, peut-être pour me rassurer ou peut-être un petit peu de superstition, mais voilà, c'était. Ça a marché. Ça a bien marché. Ça a plutôt bien marché. Oui. Aujourd'hui, Fabrice, vous êtes entraîneur au Pôle France, en combiné nordique. Comment on fait pour amener les jeunes au combiné nordique? Eh ben justement, comme disait le président, c'est que les tremplins servent pour initier les jeunes. Bien donc sûr. Moi, je viens sauter au moins deux. C'est d'abord avoir de belles infrastructures pour le saut, parce qu'on rappelle que le combiné nordique, c'est du saut et du ski de fond. Si on n'a pas de tremplin, on ne peut pas faire goûter au moins aux jeunes. Et un gamin qui n'a jamais mis des skis alpins ou des skis de saut au pied ne peut pas savoir s'il est téméraire ou s'il a peur sur un tremplin. Bah oui. Et l'avantage que ces 10 000 jeunes passent sur le tremplin de Chaux-Neuve, c'est qu'il y a des jeunes qui arrivent maintenant de Pontarlier, des petits villages autour de Mout, de Métabier, qu'on n'aurait jamais imaginé faire du saut, et ils en font parce que il faut goûter pour pratiquer. Ouais. C'est très important. Quelles sont les aptitudes d'un bon sportif? Un bon sportif, il faut qu'il soit rapide mais très court, on va dire comme un sprinter de 100 mètres, il faut être explosif. Et puis après pour le combiné nordique, il faut être endurant. Donc c'est deux disciplines très différentes. Mais c'est presque antinomique d'ailleurs. Exactement, c'est très dur à lier les deux, et surtout pour l'entraînement. Mais un sauteur, quelqu'un qui est très tonique, un bon gymnaste par exemple, n'a pas de problème sur un tremplin. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous, Fabrice Gué, de nous avoir partagé un peu quelques souvenirs de ces JO, ces souvenirs de la Transjurassienne aussi, que vous avez disputé avec beaucoup de mal, m'a-t-il dit hors antenne, mais évidemment quand on est devant la caméra on ose moins le dire. Oui, hein. Benoît Nel, merci également d'être avec nous. Vous êtes PDG de Noreco, importateur exclusif de la marque Craft en France, donc là on parle de sous-vêtements techniques. Les coureurs là, devaient s'habiller comment un jour comme aujourd'hui pour disputer la Transjurassienne? Il fait très froid. Je crois même que le parcours a été un petit peu dévié, me semble-t-il. Hein. Ils ont enlevé une boucle à la dernière minute parce qu'il faisait trop froid pour courir, passer dessus. Hein. En fait, aujourd'hui, il fallait s'habiller un peu chaud. Ouais. Et plutôt jouer la sécurité que de vouloir faire le héros à tout prix. Alors bon, je pense que les gens de l'élite qui sont devant savent s'habiller, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais c'est surtout les 2 ou 3 000 personnes qui sont derrière, qui n'ont pas toujours une grosse expérience du Jura, qui n'ont pas toujours une expérience de ces conditions extrêmes. Ce n'est pas toujours des grands skieurs de fond. Hein? Et là, ils doivent vraiment se protéger les extrémités, les mains, les pieds. Avoir des bons gants. Avoir de très bons gants, se protéger la figure, protéger les yeux pour le froid. Vous avez un truc, Fabrice Guy, pour conseiller tous ceux qui nous regardent sur la tenue idéale du... Non, c'est vrai que comme dit Benoît, les sous-vêtements sont super importants. C'est ça. Hein. Sous-vêtements, et puis pas avoir peur de
de mettre un peu des pommades aussi sur le visage, les joues, bien mettre des lunettes et pas forcément de visière parce que l'air passe dessous et ça fait un courant d'air, vraiment des lunettes. Et puis après, aussi, il faut avoir froid, pas froid au doigt, il faut avoir chaud au poignet. Donc peut-être mettre un peu une doublure un peu sur les poignets et au niveau des chevilles, c'est là que le froid commence. Et après, en fait, c'est aussi très mental. Une fois qu'on est un peu fatigué, la première chose qu'on fait, on oublie un petit peu, le corps a tendance à un peu se divaguer et puis on perd vraiment beaucoup de calories. Quelles sont les innovations aujourd'hui sur lesquelles vous travaillez chez Noreco, chez Kraft, en matière de vêtements? C'est quoi le tissu de demain? Sur quoi on travaille? C'est quoi les rêves finalement? Quels sont les rêves des... En fait, l'idéal, c'est de développer un produit qu'on ne sent pas quand on le porte. Que l'athlète puisse évidemment. se consacrer C'est sûr que là, vraiment je sens bien à que ça. j'ai des couches. Hein. Oui, ça c'est un problème. Donc aujourd'hui, on essaye de faire des choses qui sont très légères, très élastiques, très ergonomiques. Alors en ski de fond, il est évident qu'on s'habille un peu plus chaud qu'en course à pied ou qu'en vélo quand on a des conditions extrêmes en tout cas. Mais aujourd'hui, une veste de course à pied, une veste de ski de fond, si elle est bien faite, on la sent pratiquement pas quand on la porte. Donc c'est des produits élastiques, c'est des produits respirants qui protègent du vent. C'est des produits qui sont aussi thermorégulants. C'est-à-dire s'il fait froid, on a chaud, s'il fait chaud, on a froid. Oh là 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 là. Et c'est assez extraordinaire, on arrive à courir des températures assez extrêmes avec des vêtements qui sont quand même très légers. Et on en est où dans tout ça? Est-ce que c'est sur le point d'être mis en place? Est-ce qu'il y a des... C'est des choses qui existent et qui évoluent tout le temps. Qui évoluent tout le temps, voilà, c'est une question de moyens que chaque entreprise va donner pour aller rechercher le nouveau tissu, le design exactement adapté à la pratique de chaque discipline sportive. Oui, et notamment, j'imagine que les produits doivent être le plus léger possible, donc c'est toujours difficile de vouloir contrer le froid et le vent tout en restant très léger. Fabrice Guy, c'est important ça, le choix de ces produits? Oui, c'est un athlète qui a froid est un athlète pas performant, il ne faut pas rêver. Hein. Surtout sur une compétition comme aujourd'hui. Mais même nous, quand on fait des compétitions 10-15 km, le top, c'est d'être tout de suite bien régulé et tout de suite se sentir bien dans son corps. Et le moindre petit trop chaud, trop froid, c'est la catastrophe, quoi. Ça perturbe un athlète. Ça doit perturber un petit peu, oui. Il y en a quelques-uns qui ont dû avoir froid ce week-end. Ce sont les bénévoles de la Transjurassienne. Les bénévoles, ils sont nombreux. Ils ne travaillent pas que sur les 2 jours de la course ou des courses, puisqu'il y a quand même 3 courses différentes. Ils travaillent bien en amont depuis plusieurs semaines. Ils sont d'arrache-pied dans ce Val-de-Mout à organiser, mettre en place tout ce qu'il faut pour accueillir les coureurs et pour accueillir tous les supporters venus profiter du soleil du Val-de-Mout. Les bénévoles, voici le reportage dans cette émission spéciale Transjurassienne sur Montagne TV. On se retrouve juste après avec de nouveaux invités. Merci à tous les 3. Merci beaucoup. L'organisation, la structure même de l'association, elle est composée de 10 clubs situés sur le parcours de la Trans historique. Donc ce sont ces clubs qui fournissent la majorité des bénévoles. Ils sont au nombre de 1000 sur le week-end de Trans-Jus, répartis grosso modo 300 sur l'arrivée à Mout, plus de 100 sur la Moura, les autres étant répartis sur les différents sites traversés, donc ravitaillement, d'autres sur de la sécurité, de la logistique, sur beaucoup de points qui expliquent le nombre effectivement impressionnant de bénévoles. Alors dans les bénévoles, effectivement, on a ceux qui viennent le samedi ou le dimanche uniquement pour servir sur la course, d'autres qui viennent en aval et en amont pour remettre la logistique par exemple, c'est avant et après. L'installation des stades, c'est pareil. Préparer les pistes, c'est pareil. On a effectivement des équipes de pros, les Sogestar et compagnie, mais on a également des chauffeurs bénévoles d'engins de damage, par exemple, ils sont là depuis le début de semaine. Mon job, c'est de faire en sorte qu'à 9 h, un maximum de pistes soient prêtes. Et que, notamment en nordique, les liaisons entre les villages soient faites et que les gens qui veulent skier aient un choix de piste suffisamment important pour se faire plaisir. Le damage, c'est préparer un manteau neigeux où les gens puissent skier sans bosse, sans trou, sans partie accidentée, avec un fond suffisamment dur
On a la chance d'avoir la transjurassienne qui passe sur nos pistes, les pistes qu'on utilise tous les jours. Et ça utilise un petit peu ce qu'on appelle la dorsale de la station, c'est la liaison entre les 4 villages. Donc la transjurassienne, nous on l'a fait passer sur cette piste-là. C'est aussi la GTJ, la Grande Traversée du Jura, qui permet aux gens de se balader de refuge en refuge. Donc on prépare cette piste pour l'hiver. Nous on ne fait pas un travail spécifique transjurassienne, on fait un travail c'est notre dorsale, c'est notre piste principale à nous. Il y a un petit challenge officieux qui se fait, c'est-à-dire qu'on écoute les coureurs, c'est les coureurs qui disent. Et moi, je joue à ça tous les ans, j'essaie de savoir où c'était le mieux, où c'était le moins bien, tout le temps, oui. Oui, ça fait partie du jeu, on peut le dire. À mon avis, c'est vraiment un événement, je disais tout à l'heure mythique, mais je crois que c'est pas trop faible comme appellation, parce que même ceux qui ne font pas de ski s'intéressent à la trans et ont envie qu'elle perdure, quoi. C'est fédérateur, la trans se joue. France et Suisse, c'est une bonne entente. Département à département, c'est une bonne entente aussi. Quand elle est, par exemple, déplacée sur Prémanon comme l'an dernier, les gens du Doubs viennent donner la main, les gens de Suisse viennent donner la main, alors que le jour même, les coureurs ne passent pas chez eux. Mais ça fait partie de la famille, donc on se déplace, quel que soit le départ ou l'arrivée. Retour à Mout après ce beau reportage sur le travail des bénévoles qu'il faut saluer encore une fois dans cette Transjurassienne 2012. Jean Méret, bonjour. Bonjour. Vous avez été responsable du site de la Transjurassienne pendant de nombreuses années, à la retraite maintenant, c'est ça? On n'est vraiment jamais en retraite quand on est bénévole, je tiens à le dire. Vous nous en parlerez dans un petit instant. Jean-Paul Salino, bonjour. Vous êtes le maire de Moret, qui est une commune toute proche, oui, bien sûr, à côté de Mout, qui est partenaire également de cette Transjurassienne. Moret est dans le Jura. Hein. Moret est dans le Jura, c'est le siège de la Transjurassienne. Alors que Mout est dans le Doubs. Hein. Voilà. Là, on est vraiment à la frontière, à la limite entre les deux. On en parlera avec vous tout à l'heure. Vincent Defeuille, bonjour. Bonjour. Vous êtes propriétaire d'une concession Volkswagen, oui, partenaire de cette Transjurassienne. Que fait Volkswagen pour la Transju? Alors que fait Volkswagen? Donc, mettez à disposition des voitures. Volkswagen apporte un soutien logistique par la mise à disposition de véhicules utilitaires et de véhicules légers pour l'organisation, pour les organisateurs, pour transporter les coureurs, pour aider justement l'organisation à tout mettre en place en temps en heure. Ah, alors les bénévoles, le travail des bénévoles, des organisateurs, ça c'est important. C'est vraiment un moment essentiel et c'est une équipe, c'est une famille essentielle, Jean Méret. Baissez un tout petit peu votre micro, Jean Méret, voilà, si vous pouvez bien. C'est essentiel ce travail-là. Comment on le vit, cette Transju, chaque année? Bien, écoutez, elle se prépare très longtemps avant, déjà au niveau de l'organisation générale. Et puis plus on approche... Très longtemps, ça veut dire quoi, très longtemps? Facilement 2 mois avant, quoi. Ah, quand même. Quand même, oui. Les premières réunions de mise en place déjà de l'organisation générale. Et puis plus on va dans le temps, plus on affine dans les détails et plus on dispatche un peu les responsabilités. C'est quoi quel est le grand ennemi finalement pour la Transjurassienne? C'est le gel? Le grand ennemi, c'est la météo. C'est vraiment mais la météo. Ça peut être le grand ami ou le grand ennemi. Oui. Bon, une journée comme celle-ci, là, en parfait, plein soleil sur le plateau de Mout, on va pas se plaindre. Vous l'aviez commandé le soleil. Je l'avais commandé, oui, c'est vrai, j'avoue. J'y ai pensé toute la semaine. Quelle est l'ambiance, l'esprit entre les bénévoles? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous impliquez autant déjà, dans une manifestation? on est tous des mordus de ski. On a tous pratiqué beaucoup le ski. Oui. Beaucoup, comme moi, ont fait 9-10 transjus. Donc, on est déjà complètement dans le système. Oui. Et puis, je pars du principe, moi, qu'il faut savoir redonner là où on a reçu. Ça, c'est mon esprit. Et puis je pense que beaucoup d'amis bénévoles sont dans cet état d'esprit. Jean-Paul Salino, à Moret, capitale de la lunette. Capitale française de la lunette. Française de la lunette. Moret a une grosse activité, a eu un passé industriel assez fort. A eu et encore un passé industriel et une actualité industrielle autour de la lunette.
Aujourd'hui, c'est les marques importantes, les lunettes de design qui sont aujourd'hui fabriquées sur notre secteur. Et le Made in France est tout à fait présent dans la fabrication de la lunette. On voit même aujourd'hui des retours de fabrication qui sont partis délocalisés dans le sud-est asiatique et qui reviennent. Ah, c'est beau ça. C'est beau, hein. Vous êtes vous-même, Jean-Paul Salino, un vrai Morésien. Vous êtes né à Moret. Oui, oui, c'est une qualité ou un défaut, je ne sais pas. Vous pratiquez le ski de fond ou pas? Pas beaucoup le ski de fond, plutôt la descente. La descente. Voilà. Ah, vous êtes plus dans la vitesse alors. Voilà. Les Morésiens sont skieurs de façon générale. Oui, ils sont sportifs. Ouais. On a de nombreuses associations, dont l'association de la Transjurassienne est un des fleurons. D'accord, donc les Morésiens sont aussi bénévoles sur la Transjurassienne pour certains, non? C'est un gros travail des retraités qui, pendant plusieurs mois, parce qu'il y a l'avant-course, mais il y a également l'après-course, parce qu'il faut tout ranger le matériel, et ça demande plusieurs mois de préparation pour ces bénévoles. Alors, j'ai cru entendre que Moret, vous êtes à combien de kilomètres là, de Mout, de l'arrivée? Alors, Moret se situe à mi-distance de Lamoura et de Mout à peu près, donc c'est parfait comme situation. Vous êtes entre le départ et l'arrivée finalement, voilà, ça tombe plutôt bien. Alors on m'a dit que vous remettiez un prix spécial aux dames, vous. Tout pourquoi? À fait. Parce que figurez-vous que le point culminant de la course est sur le territoire de la commune de Moret. Ce n'est pas à Moret, qui est dans la vallée, mais on a une propriété communale au milieu du bois, qui est à mi-distance. Et le point le plus élevé dans le massacre, dans le Rizou, pardon, au chalet des ministres, dit-on. Et c'est des Morésiens qui tiennent ce site et qui nous signalent donc le passage des féminines pour tout à l'heure leur donner un prix. Vincent Defeuille, la concession Volkswagen que vous représentez aujourd'hui apporte son soutien aussi à la Transjurassienne. Qu'est-ce que vous venez chercher concrètement dans un événement comme celui-là, dans une course de ski de fond comme la Transjurassienne? Alors, déjà, on est un acteur local puisqu'on est concessionnaire dans le Jura. Ouais. Et pour nous, la Transjurassienne, c'est un moment très important dans la saison d'hiver. Ouais. Et d'être partenaire de la Transjurassienne, c'est un peu un incontournable pour moi comme pour mes équipes. Parce que c'est un moment fort, même en interne. On est sur la tranche jeune, on était hier, on est aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on tient particulièrement. Pourquoi Volkswagen, cette année, a décidé d'entrer en partenariat avec Alors, je pense que la Transjurassienne, elle a beaucoup évolué. Ce qui a surtout, ce qu'on peut retenir, c'est quand même que ça reste un événement au niveau du public qui est exceptionnel au Jura et le Haut-Doubs, pour le massif du Jura. Et c'est ça qu'on vient rechercher aussi à la Transjurassienne. Volkswagen s'est associé à cet événement cette année sur ma demande. Et c'est un partenariat aujourd'hui qu'on va mener. En général, ce sont des partenariats de 3 ans. Et c'est vrai que quand j'ai présenté l'événement à Villers-Cotterêts, au siège de Volkswagen France, j'ai eu un accueil assez chaleureux et on m'a dit ouais, c'est assez exceptionnel, on ne connaissait pas cet événement et on veut bien vous soutenir, on veut bien partir. Pourquoi? Quels sont les atouts qui ont touché Volkswagen Je pense que c'est un événement à la fois international et à la fois avec une importance locale très importante. Pour le nombre de bénévoles, c'est un événement c'est un sport qui a quand même des valeurs d'endurance, de ténacité, d'effort, dans un environnement qui est quand même assez exceptionnel. Je pense que des marques automobiles aujourd'hui peuvent se reconnaître dans toutes ces valeurs qui sont véhiculées par le ski de fond. Endurance, ténacité, effort, c'est ça, c'est les trois valeurs phares finalement de... Tout à fait. Et performance, parce que quand on arrive au bout de 70 km au sprint, on voit aussi quand même qu'on a affaire à des sportifs de très haut niveau. C'est quand même magnifique d'être dans ce superbe paysage autour de Mout. Vous vouliez rajouter quelque chose, Jean Méret? On arrive au terme de cette émission sur cette belle vie des bénévoles et de la Transjurassienne 2012. Oui, je crois qu'on le dit, les concurrents font une fête extraordinaire, mais aussi c'est la fête de tous ces bénévoles. C'est pour eux la réussite et c'est vraiment
le bouquet final aujourd'hui quand la manifestation se passe de la façon qu'on la vit aujourd'hui. Jean-Paul Salino, merci de nous avoir partagé ce petit bout de moment avec nous. Merci Vincent Defeuille. Merci également Jean Méret pour cette belle vie des bénévoles à la Transjurassienne 2012. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est ainsi que s'achève cette émission sur Montagne TV. À très bientôt. Restez branchés, bien sûr, sur la montagne.